personne. Je vous demande de vous arrêter. Non, Faut déjà l'acheter là. Je charrie. Il faut déjà l'acheter. Là. Je vous demande de vous arrêter. On va rouler dessus parce que bon, c'est pas évident. Hein. Je vous demande de vous arrêter avec Martin, Laurent, Michael, Thomas, Alain. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter de retour en direct sur west-track.com. Il est 18h03 à la pendule de West Track dans le studio et toute l'équipe est là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et notre ami le stagiaire est aux commandes ce soir. Oui, bravo Benji. Ouais. Il est de retour. Il y a 15 jours, c'était Swazik qui nous avait réalisé pour une émission spéciale. Et ce soir, Benjamin est de retour. Donc, on est content de le retrouver. Et puis, on salue aussi la performance de Swazik qui était la première avec nous il y a 15 jours. J'ai fini ma gastro, je peux revenir. Comment allez-vous depuis 15 jours ? On est vachement content des résultats de l'émission, très écouté. Oui. On fait un bisou à Virginie, à Teddy, à tout le monde. Et merci à vous d'avoir bien écouté l'émission en direct et en podcast. Voilà, oui, vous avez écouté en nombre. On a les chiffres et on est carrément surpris de voir qu'autant de gens nous suivent et nous ont suivis sur cette émission. Alors merci à tous et puis on espère être toujours aussi bon. On va essayer. Vous continuez bien sûr à nous écouter. Voilà. Merci. Tremble. Merci à Actu76 aussi qui a relayé l'information. Voilà, on a fait le tour. Et puis pour vous dire quand même, chers auditeurs, que j'ai pu discuter avec Teddy il y a quelques temps, peu après l'émission, et la manifestation que va organiser Virginie le 9 mars, je crois, est déjà complète. Elle l'était dès le lendemain de l'émission. Teddy me l'a dit, donc voilà, donc c'est un beau succès, donc affaire à suivre. Tremble Drucker. il nous manque un petit canapé rouge au studio et un kleps. Ouais, tout à fait, mais cela dit, Drucker est très mal. Moi, en ce moment, j'ai envie de penser à deux personnes. Enfin, à Gilles et à John. Oui, voilà. Qui sont nés ce week-end, il faut le préciser. Oh, ils étaient nés il y a 10 jours déjà. Ouais. Alors donc là aujourd'hui, on revient sur un sujet qui est dans l'actualité et c'est tout ce qui se passe depuis maintenant une semaine, enfin un petit peu plus maintenant d'une semaine, avec les gilets jaunes. Laurent. Bah oui, c'est pour ça que je disais Gilles et John, mais je crois que Laurent Baffy l'a fait ce week-end chez Ardisson. Moi, je voudrais juste démarrer un truc parce que quand il y a eu cette histoire-là des gilets jaunes, à un moment, quand on a tous préparé l'émission, on a pensé à une personne et cette personne, bizarrement, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, mais écoutez bien, elle parlait il y a 38 ans, je crois. Il y a pratiquement 38 ans, ouais. On y a tous pensé. Et on a pensé à lui. Et on va l'écouter justement. Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, pas de projet politique. Non, lui, c'est pas il y a 38 ans parce qu'il en a 39. Il en a 39. C'est un autre. C'est pas grave. Et lui, on l'entend bien en ce moment et on va l'entendre bientôt. Ah oui, malheureusement, oui. Mais là, il y a quelqu'un quand même qui a 38 ans, il parlait comme ça. Et il s'adressait pas à n'importe qui. Je voudrais dire que limiter. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie à entendre. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre information. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Monsieur Mitterrand souhaitait votre présence, Daniel Balavoine, dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse. Je pense que nous aurons eu le temps. Nous aurions eu le temps d'en parler. C'était de ça et non pas de chansons. Et c'était pas de chansons dont il était question. Je peux dire une chose importante. Si vous avez parlé pendant 10 minutes, au moins, de l'affaire Georges Marchais, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la
la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez Monsieur Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme Monsieur Soissons. Il faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. C'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi Monsieur Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi Monsieur Fontanet a été assassiné. Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée. Pourquoi le juge Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, Monsieur Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler 1 minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Non, ça n'arrive jamais. Regardez l'émission qu'il y a eu hier soir sur Antenne 2, les dossiers de l'écran. Enfin, vous n'allez pas me dire que les mômes qui étaient concernés par la contraception... nous-mêmes ici, nous avons donné assez fréquemment la parole à des jeunes. Je sais, mais on est obligé... Écoutez, vous exagérez l'information, je suis obligé de l'exagérer moi aussi pour résumer. Je la résume à ma manière. J'essaie de lire rapidement mes notes. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Monsieur Mitterrand. Voilà. Le désespoir est mobilisateur. Oui. Daniel Balavoine. Sacrée phrase. Hein. Ouais. 38 ans. Ouais. On est un peu dedans aujourd'hui. On est carrément dedans parce que on fait référence aux immigrés qui paient 700 francs par mois. Aujourd'hui, c'est 6 fois plus. Oui, c'est 700 euros. Oui, c'est 700 euros pour vivre dans des taudis. Donc les choses n'ont pas changé en fait. Et je crois aussi que c'est une des raisons de l'explosion parce que les gilets jaunes, on dira ce qu'on veut. Ben c'est une petite révolution. C'est les gens en ont ras-le-bol. C'est un soulèvement populaire. Il faut le dire, les gens n'en peuvent plus, quoi. Je veux dire, c'est très clair. Et aujourd'hui, ça pète parce que le coup de trop, ça a été le coup de l'essence. Hein. Il y a une grand-mère qui passait aux Champs-Élysées samedi avec son kebab, elle revenait des courses. Et en passant comme ça, elle demande ça y est, c'est la révolution. C'est maintenant. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais moi, j'ai une question. C'est une révolte, un mouvement. Peut-il être sans violence ? Non. Alors voilà. Alors, moi, je crois que c'est la question. Oui, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Moi, j'ai mon avis sur la question. Hein. Fais attention, sinon je te tape. Oui. T'as quand même dit que non, ça pouvait pas être sans violence. Ouais. Moi, ça fait près d'une vingtaine d'années que, en dehors de la radio, j'ai un travail et que je fais partie du monde syndical. Et moi, on n'obtient rien aujourd'hui par le dialogue. Je veux dire, oui, mais t'es pas violent quand même. Je ne suis pas violent, mais je dis une chose, c'est qu'on n'obtient rien par le dialogue. Merci pour la musique. Ah oui. On n'obtient rien par le dialogue aujourd'hui, que ce soit au niveau patronal, ce qu'on veut, ou au niveau politique. Malheureusement, je le dis malheureusement parce que je suis le premier à le regretter. Mais si on ne casse pas, si on ne fait pas des actes de violence, on n'obtient rien. On n'obtient que dalle. Il y a des organisations syndicales, ça fait 40 ans qu'elles y vont par le dialogue, ils sont progressistes, ils sont machins. Qu'est-ce qu'ils nous ont amené ? Ils nous ont amené que des reculades sociales. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais si tu veux obtenir quelque chose, il faut être violent, il faut péter, il faut casser. Mais tu casses le commerce de ceux qui travaillent, tu es violent avec les autres, avec le mobilier urbain. J'ai envie de nuancer tout ça, moi. Déjà, la violence. De quelle violence on parle ? Parce que la violence, il y a des gens qui la subissent tous les jours. Quand ils vont au travail, quand les patrons ils leur changent les horaires à la dernière minute, on leur demande de s'arranger, et puis que si jamais on s'arrange pas, c'est violent ça pour toi ?
C'est une violence. C'est violent. C'est 1000 fois plus violent que quelqu'un qui va gueuler sur un flic parce qu'il est pas content. C'est subjectif, c'est ton point de vue. Non, c'est pas subjectif. Non, la violence. Tu dis que c'est plus violent que de casser des vitrines et ce genre de choses. C'est pas subjectif. C'est plus violent. Je suis désolé, il y a des gens qui vivent dans la violence permanente. Quand t'es jeune, que tu te fais contrôler 3 fois par jour parce que t'es noir, je suis désolé, c'est ultra violent. C'est subjectif. Non, Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas content. Ce que tu as vu ce week-end, c'était violent ou pas, Thomas ? Pour moi, c'était une réaction normale à un état où on est à bout, quoi. Il y a des gens qui sont à bout aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans le côté à bout, c'est qu'ils ont subi déjà à bout, c'est le singe d'Aladin, hein, il faut le savoir. Ouais, bien bon, ça c'est fait. Moi, je voudrais. Culturellement, je dis monsieur. Non, excuse-moi Alain, mais ce que je voulais dire, c'est que ça a démarré, tu l'as dit tout à l'heure, ça a démarré par rapport à la hausse de l'essence. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça, hein. Parce que maintenant, c'est Macron démission. Ça n'a plus rien à voir avec la. Général. Oui, mais c'est là aussi la question à se poser, c'est que est-ce qu'un mouvement qui se dit apolitique, qui se dit du peuple, est-ce qu'il n'est pas en train de partir un peu en cacahuète? Alors, moi, je trouve pas, mais je voudrais revenir à ce que disait Thomas. Parce que hier soir, il y a eu une émission qui s'appelle Capital et qui montrait qu'en Vendée, comme ils n'arrivaient pas à trouver de salariés parce que c'est la Vendée, c'est loin, c'est tout ce que tu veux, les efforts des employeurs. Et effectivement, quand on demande à un salarié de rester pour donner un coup de main, là, le salarié, en l'occurrence, en Vendée, il est payé. Voilà. Donc, ce que disait à propos de la violence Thomas, il a pas tout à fait tort. Parce qu'en l'occurrence, dans cette entreprise en Vendée qui veut garder à tout prix ses salariés, on lui demande, mais il sait le mec qui va être payé en plus. Voilà. Alors, et donc quelque part, quand on dit à un mec au gouvernement, tu vas aller faire ça, et puis que de toute façon le mec va le faire, mais il sait qu'il va pas être payé, c'est quand même une forme, alors parmi d'autres, hein, mais c'est quand même une formidable. Je trouve aussi c'est une violence. Voilà. Et en plus, pour prendre le deuxième point d'Alain, le rapport de force, la question du rapport de force, on n'est pas obligé de casser pour être violent. On peut très bien, il suffit de discuter avec quelqu'un et puis de le confronter aux réalités des choses et de lui montrer que il a tort. Et ça, c'est déjà une violence, d'expliquer à quelqu'un qu'il a tort. C'est une violence pour la personne qui reçoit l'information, parce que son avis est mis en porte-à-faux. Donc, effectivement, pour faire avancer les choses, il faut une certaine forme de violence. Et la violence, ça peut être une forme d'éducation. Une violence morale. Tu éduques les gens, c'est une violence. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème en France, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes de surdité. Mais oui, à commencer par notre président qui est le plus sourd des sourds. Ah oui, alors lui, il est vraiment sourdingue. Il faut qu'il aille d'urgence chez Audica. Non, c'est à Flelou. Manu va chez Audica. Chez Flelou, ils font des promos. Ouais, mais à Flelou, c'est pour les neuils. Sélective. Ouais. Ah bon, t'appelles ça comme ça, toi? Vous savez quoi à propos d'Alain? Alors moi, il m'épate. Ah, vous avez vu, hein. Ah, je savais que je vous mais pour en épaterais. revenir, c'est quand même ce qui est intéressant, c'est que il a vraiment virevolté ce mouvement. Et je suis pas sûr que les gilets jaunes seront gagnants au bout du compte. C'est ça qui m'embête, parce que on a tellement dit pendant des années que le peuple français était révolutionnaire dans l'histoire. On parle toujours de la prise de la Bastille. Et après, il n'y a plus grand-chose. Je veux dire, on n'a pas été vraiment révolutionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, on a montré quelque chose où il y avait un lien, où les gens se retrouvaient ensemble en disant qu'ils étaient apolitiques, qu'il n'y avait pas de syndicat, certes. Mais là, ils sont en train de se faire bouffer, là, les gars. Parce que je voudrais vous donner juste une petite info. Il y a un monsieur que vous avez dû voir souvent à la télé. Il s'appelle Benjamin Cauchy. Oui. Alors, le problème, c'est que ce monsieur-là, déjà, il s'en est pris plein la gueule. Parce qu'il est passé souvent à la télé, il a pris position, sauf que maintenant, ce monsieur est en train de se désolidariser des Gilets jaunes. D'ailleurs, il est en train de créer un autre mouvement qui s'appelle les Citrons. Les Citrons pressés,
beaucoup d'humour. Tout à fait. Et en fait, il s'est pris dans la gueule, notamment le fait d'être beaucoup à la télé et finalement que aussi il avait un passé un peu proche de l'UMP, voire de Dupont-Aignan. Donc voilà. Non, donc tu parles du mec ça, qui s'est fait virer attention. tu parles de celui qui s'est fait virer du FN. Ouais. Pour racisme. Voilà. Ouais. Et là, tu vois, là on est sur quelqu'un qui parle, qui n'a jamais parlé de sa politique et tout ressort. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un parle, attention, c'est un peu comme les Miss France. C'est-à-dire, si t'as posé à poil, il vaut mieux pas aller au concours. Donc là, si t'as un passé politique, vaut mieux que tu fermes ta gueule si t'es gilet jaune. Mais enfin, faut faire attention parce que cette information-là... Laurent, tu parles d'un raciste quand même. Ah non, moi je parle pas d'un raciste. Je parle d'une cause-conséquence. Mais non, voilà, le monsieur, je le connais pas, moi, je le connais pas. C'est comme Jacqueline Moreau, celle qui a parlé. Moi, je les connais pas. Moi, je ne connais pas leur appétence politique, vers où ils vont. Mais là, maintenant, ça sort. C'est-à-dire que le mouvement, il a 10 jours et déjà, paf, il y a déjà une merde. Et ça sort d'un député LREM comme par hasard. Une députée d'ailleurs. Il est pas gilet jaune. Il a jamais été élu représentant. Il disait qu'il faisait partie. Les médias, ils ont vu la planche pourrie. Ils sont allés l'interroger tout de suite. Ils ont marché dessus jusqu'à ce que ça craque. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas. On entendait tout à l'heure celui qu'on a passé en extrait vidéo. Daniel Balavoine. Qu'est-ce qu'il a dit, la première chose qu'il a dit ? C'est quoi la première chose qu'il a dit ? Je vais pas avoir le temps à cause de comment vous fonctionnez, vous les médias. Oui, mais oui. Mais ça, on va en parler après des médias, je crois, de toute façon, parce que ça peut être intéressant aussi. On a les mêmes analyses politiques sur France 2 depuis 10 ans. Entre parenthèses, je voudrais rappeler Jacqueline Moreau, celle qui a fait sur Facebook la vidéo qui a été vue plus de 7 millions de fois. Faut savoir quand même que dans un de ses posts aujourd'hui, elle dit, les gars, moi je ne suis pas le porte-parole des Gilets jaunes. Si vous voulez vous aussi parler, vous le pouvez. Parce que maintenant, le problème, c'est que ça prend tellement une grande dimension, c'est que j'ai l'impression que les gens qui sont passés à la télé, ils se font totalement déborder et leur passé leur revient au visage. Alors pas pour Jacqueline Moreau, mais notamment pour... mais attention à la manipulation des médias. Parce que ce matin, moi j'ai entendu l'interview du mec là, dont tu parles. Il avait en face une députée LREM. Alors ça sentait le roussi quand même, ça sentait la réchauffer son histoire. Il faut pas oublier que la radio sur laquelle elle passe fait partie d'un groupe financier qui est la CLT, et ces gens-là, ils ont toujours roulé pour Macron et ils continuent à rouler pour Macron à fond. C'est pour ça que quelque part c'est une sorte de manipulation, cette affaire-là, et je dirais quelque part ils ont été dans des partis, on s'en fout. Le problème reste entier, c'est qu'est-ce que Macron va faire. Est-ce qu'il va baisser les taxes sur le gasoil, sur l'essence, etc. Mais c'est ça qui est important. Alain, quand tu dis roule pour Macron, mais c'est quoi? C'est du gasoil ou... Non, je sais pas, je sais pas du tout. Là, c'est du super. C'est de l'électrique, non? Parce que pour charger, c'est long. Hein. Non, c'est... Entre les deux, il faudra choisir, mais pour moi, c'est comme vous voulez. Si Benjamin veut bien. En disant cocaïne,
Alain Souchon, c'est comme vous voulez. Merci Benjamin. Jingle. Je vous demande de vous arrêter. Laurent. Martin. Michael. Thomas. Alain. Et vous êtes bienvenue en direct sur sur west-track.com. Ça fait très ça fait très c'est l'animateur qui pète un câble. J'avais cru qu'on allait changer de radio. En direct ce soir nous sommes et là on part sur un truc. Il se sent plus. J'ai envie de faire un blocage. Et ben moi aussi je bloque cette émission et je vais vous dire je monopolise la parole pendant le reste de l'émission. Non, tais-toi toi. Non, c'est moi qui bloque. Tu es un pro de Satan. Voilà. Benjamin nous a tous calmés. Non, alors évidemment, on s'enflamme, on s'emporte, mais parce que voilà, le blocage, le débordement, c'est de ça dont il s'agit aussi, dont on doit parler. Ouais. Vous en avez peut-être vécu vous-même. Oui. Alors, moi, oui. Des anecdotes, des choses dont vous avez été témoin, que vous avez vécu. Alors, moi, j'ai eu 2 blocages cette semaine parce que je suis monté un petit peu plus au nord. Et donc, alors, j'ai eu un premier blocage pour arriver sur l'autoroute. J'avais fait un petit détour déjà pour éviter d'être bloqué. T'as fait un détour sur l'autoroute ? Non, avant. C'est toi qui roulais en sens inverse. De toute façon, en ce moment, je conduis pas, vous savez pourquoi. Ouais. Donc, on a eu un premier blocage et c'était sympa. Ils avaient un petit Américain là, qui voulait aller à Bruxelles. Et ben, on l'a emmené. Voilà, on l'a monté un peu plus haut pour qu'il puisse, voilà. Non. Et le deuxième, non, je peux pas. Et le deuxième, je vois ce que tu veux dire. Et le deuxième, c'était au péage de Côte-Vrard. Et là, c'était sympa. Alors, il a fallu qu'on chante une chanson, donc on l'a chantée, bien sûr. Ouais. Et puis, on est passé gratuitement. Alors moi, t'es content. Alors. Oui. T'es content. T'as chanté, écoute, t'as passé gratuitement. Mais oui, je suis bon. passé gratuitement, c'est formidable. Ouais, mais moi, je vais te dire un truc. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait rire dans ce que j'ai vu à la télé, mais ça m'a fait rire un peu jaune. Comme les gilets. Il y a un truc à un moment où on montrait des gens en disant vous devez klaxonner si vous voulez passer. Et je me rappellerai toujours de la gueule du mec qui est dans la bagnole, mais qui est stoïque, mais vraiment, et qui regarde les gens comme ça et puis qui klaxonne, mais avec un air vraiment détaché. Et puis il dit, c'est bon, là, je peux passer. Je trouvais que c'était ridicule. Et on a emmerdé des gens aussi à mettre des gilets pour qu'ils puissent passer. Donc le mec, il a pris son gilet, il a mis et il est passé. Ça veut pas dire pour autant que ce soit des gens qui soient pour le mouvement. Parce qu'en plus, je trouvais qu'il y avait beaucoup de second degré, notamment sur le premier que j'ai vu. Et puis après, il y a eu les débordements. Les débordements, nous, sur le Havre, il y a eu ce qu'on appelle la Brec. C'est un carrefour qui est à l'entrée du Havre, qui est au niveau d'Harfleur, où il y a eu quand même pas mal de merde. Et il faut aussi dire juste un truc, l'alcool et la manif, ça fait pas bon copain. Alors, je suis d'accord, mais il fait froid. Il y a une phrase. Il y a le café si tu veux. Il fait froid, oui, mais Thomas. Écoute, un café Calva, il y a rien mieux pour te réchauffer. Hein. Alors, Michael d'abord. Il y a une phrase que je trouve pas mal par rapport à ça, qui dit voilà, pour détourner un avion, il faut être dedans. Je trouve que c'était bien une volonté de casser. Qui atténue un petit peu la puissance et la crédibilité du mouvement. Pour autant, je trouve que ça met aussi un projecteur sur le mouvement Gilets jaunes très très marqué, si bien qu'on est passé à côté d'autres manifestations sur Paris, surtout avec la manifestation Nous Toutes, qui donc dénonce et encore une fois ces violences faites aux femmes. 30 000 manifestants, pas un mot dessus. Parce qu'il y a un projecteur qui est mis sur les gilets jaunes de manière. Pas de violence. Pas de violence, pas de débordement. Il faudrait regarder un peu les infos parce que moi je suis au courant qu'à Montpellier par exemple, il y a la manif Nous Toutes qui est arrivée en plein milieu du cortège des Gilets jaunes. Ils ont fait et les Gilets jaunes ont fait une haie d'honneur en les applaudissant et les laissant passer en plein milieu. Tu m'accorderas quand même le fait que c'était quand même beaucoup moins exposé. Alors moi sur mes réseaux sociaux c'était moitié-moitié, tu vois. Mais tu vois, tu es connecté. Pour le coup. Tu es connecté, Thomas. Du coup, on l'appelle l'Apple. Je voulais revenir sur les propos de Laurent qui disait oui, les gens ils demandent des choses absurdes aux gens. Ça paraissait absurde. Non mais on peut s'attendre à quoi de gens qui sont pas politisés, qui sont pas syndicalisés. Attends, tu vas pas juger là. Qui sont désocialisés même, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont abrutis par la télé. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attends à quoi? Des gens qui n'ont pas l'habitude de vivre en société, de faire des actions en... Tu les fais passer pour quoi, là? Des Mongolos. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de vivre en société. Non, ils n'ont pas l'habitude, ça je suis d'accord. Et en plus, ça s'est remarqué sur la manifestation de samedi, parce que ceux qui avaient l'habitude, ils avaient les foulards.
ils avaient les lunettes de ski, ils avaient les cagoules, parce que eux savaient pertinemment qu'ils allaient faire des conneries et qu'ils voulaient pas qu'on les repère. Mais pour autant, ces gens-là, et dedans, t'avais des personnes qui venaient pour la première fois, parce que c'est effectivement la nouveauté dans ce mouvement. C'est des gens qui sont retraités, qui viennent pour la première fois manifester. Et ces gens-là, eux, ils sont arrivés à visage découvert et ils avaient mal aux yeux. Et pour autant, la police a laissé passer les éléments perturbateurs aussi, il faut le dire. La police a laissé passer les casseurs. Alors, pour alimenter ce propos, il y a Alliance qui a déploré le fait qu'ils avaient reçu des instructions pour pas intervenir comme ils auraient pu intervenir. Quand tu vois Castamer qui va faire de la... Castamer Casse-toi. Quand tu vois l'autre enfoiré là, qui va féliciter ses CRS à la fin de la manif pour leur dire ah ouais, vous avez fait du bon boulot, vous avez fait exactement ce qu'on vous avait dit, vous avez rien fait du tout, c'est très bien. Mais oui. Et attends, il y avait 40 compagnies de CRS à Paris. Alors moi, il m'épate. C'était affligeant. C'était affligeant. Quand tu vois le bordel qu'il y avait sur les Champs-Élysées, t'as vu tous les chantiers qu'il y avait ? Ah oui. Et quand tu sais que ça va péter, tu laisses autant de bordel. Ah oui, c'est ce qu'on a reproché là où ça d'ailleurs. Va péter. Et alors, voilà. Les dégradations par rapport aux Champs-Élysées. J'ai suivi pendant 8 heures de live, j'ai suivi le mec de Brut. Il a fait 8 heures de live. Il a pas arrêté de montrer toutes les vitrines. Il y avait une vitrine qui s'est retrouvée cassée. Tout le reste, c'est du matériel de chantier et des terrasses, du mobilier de terrasse qui aurait pu être dégagé si les restaurateurs avaient eu un minimum de bon sens. Tu sais combien j'ai appris un truc aujourd'hui. Tu sais combien coûte une jardinière qui était sur les Champs-Élysées ? Non, beaucoup trop cher €. parce que c'est 1000 une €. jardinière. Ouais, ils ont en soi-disant 1000 € la jardinière. C'est du béton, faut arrêter de déconner. Ça où coûte est-ce pas 1000 qu'ils €. achètent des jardinières à 1000 €? Faut quand même pas déconner. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est à Paris, c'est pas. Ouais, mais c'est les Champs-Élysées, c'est pas pareil. Un Jodassin l'a bien dit. Jodassin disait aux Champs-Élysées. Pas Jodassin dans le coup. On a failli mettre cette chanson de Jodassin. On aurait pu, mais franchement. on aurait pu, mais déjà, il y a des limites. Ouais, il y a franchement des limites. On nous met des barrières. Mais les Champs-Élysées, c'est comme la break, c'est pareil. La break, ils sont très bien capables d'avoir 6 quarts de CRS pour dégager la break. Ouais. Et pourquoi il n'y en avait pas ? D'après toi ? Ce qui a été dit, en tout cas les infos qu'on m'a donné, c'est qu'on n'en a pas assez à envoyer pour faire que ça se passe bien et que ça se comporte bien. Et du coup, il y a des gilets jaunes qui sont intervenus pour essayer d'empêcher le casse du restaurant Le Quai, on peut le dire. Et parce que dans la nuit du lundi au mardi, donc du 19 au 20, le quai a été dévalisé, il y a une porte fracassée. Les gilets jaunes ont été menacés, donc ils se sont interrompus dans leur action. Ils n'ont pas pu les empêcher de faire ce casse. Et il y a eu le magasin Nicolas aussi qui a été fracturé. À Harfleur, oui. À Harfleur. Donc il y a eu après le blocage, alors sans violence je crois, mais j'ai pas pu vérifier, mais du centre commercial à Gonfreville-Lorcher. Enfin voilà, il y a quand même une volonté. Moi je trouve ça déplorable de vouloir nuire au Black Friday quoi. Enfin c'est et la consommation, capital, quand t'as pas d'argent et que t'es sur les Champs-Élysées, et la seule manière de s'amuser, c'est de jeter des cailloux. Mais moi c'est con parce que j'ai pas l'argent pour m'acheter des trucs sur les Champs-Élysées, des trucs dont j'en ai pas besoin en plus. Des cailloux, alors. Oui. Donc, oui, en plus. Mais c'est de la merde. Consomme bien. Parce que finalement, est-ce que j'ai besoin d'avoir un téléphone portable à 800 €, d'offrir une rivière de diamants à 1000 € le bijou? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment fondamental? Bon, c'est un autre débat, mais oui, là-dessus, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que bon, ça amène d'autres questionnements sur la consommation, mais c'est pareil, on est bouffé un peu par la pub, on est bouffé par la conso. Moi, ce que je veux juste redire pour revenir à ce mouvement-là, moi j'ai une question juste à poser. Et si les Français avaient mieux voté? Ah oui, mais ça. C'est con ce que je dis. Mais oui. Mais si les Français avaient mieux voté? Oui, mais c'est trop Parce tard. qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'ils reprochent. Hein. Ah. Et qu'est-ce qu'on pensait, nous, en tant que Français, qui voulions, soi-disant, un changement énorme dans la politique française, qu'est-ce qu'on croyait avoir avec un
avec un banquier. Moi, personnellement, j'ai pas voté pour lui parce que je savais ce qui allait se passer. Donc, c'est évident. De toute façon, cette explosion sociale, elle devait arriver à un moment ou à un autre parce qu'il a été très fort, parce qu'il nous a pété, entre autres, le code du travail. Ça a été une succession de décisions qui contre le peuple, quoi. Et c'est pas fini. Parce que si il met en place, sa réforme des retraites, ça va être 30% qu'on va prendre. 30%. Au péage? Mais on sera là, pas au péage. Alors, on sera là, Père Castor. Non, je crois que effectivement, enfin, de mon point de vue personnel, je crois que Macron, on en a assez. Il faut qu'il vire, il faut qu'on foute quelqu'un d'autre. Non. Moi, on a voté pour ce mec-là. Après, pour l'Assemblée nationale, j'ai pas voté pour ce mec-là. On a voté. Non. On a voté. 56%. On a voté. La France a voté pour Monsieur Macron. Non. Après, pour l'Assemblée nationale, ils ont voté pour La République en marche. Ils lui ont donné tous les pouvoirs, les Français. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas le déboulonner? Tu vas rien déboulonner du tout. Et demain, tu verras, il va proposer des choses. T'as pas le droit de dire ça. Mais non, c'est pas que j'ai pas le droit de dire ça. La majorité des Français, ils ont pas voté, ils sont abstenus. Quelle est la légitimité de Macron? Oui, mais aujourd'hui, il faudrait peut-être. C'est la majorité qui a gagné. Quelle est la légitimité de Macron? Ils ont rien gagné du tout. Ils n'ont pas voté. Qui a gagné ça vaut rien. Les deux. Ça vaut rien. C'est l'abstention. Quelle est la légitimité de Macron? Alors, il a été élu avec un pourcentage. C'est le président le plus mal élu. Qu'est-ce que vous pensez? Très mal élu. Qu'est-ce que vous pensez du mec de La République en marche qui a gagné à Évry hier? C'est une catastrophe. 82% d'abstention. Il a gagné. C'est une catastrophe. Il a gagné. Non, il n'a pas gagné. J'ai envie de te dire un truc. C'est qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait peut-être changer le mode d'élection, non? Non. La manière de faire. Il faut changer de système économique. Il faut changer la façon dont les journalistes sont accrédités ou qui sont... Tout à fait. Alors, il faut déjà... Je sais pas comment ils sont éduqués, ces gens-là, mais il faudrait déjà qu'ils apprennent plein de choses. Quand t'écoutes Ruffin, qui t'explique que dans l'école de journalisme, il n'y a pas de bibliothèque, déjà, c'est symptomatique du truc. Les mecs, ils se réfèrent qu'à l'image. Que à l'image, c'est que de la gueule, que du visuel. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'idée. Il n'y a que dalle. Mais toi qui es connecté, très connecté, il n'y a pas de la merde quand même dans toutes ces connexions. On n'a pas de plus en plus de merde qui apparaît sur les réseaux sociaux, sur tout le monde y va de son sonner. Après tu apprends des histoires, tu t'aperçois qu'après c'était pas vrai. Le mot fake, on n'en a jamais autant parlé que depuis les réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, elle est passée la loi. Oui, elle est passée, je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? C'est-à-dire d'un côté, on est en train de critiquer les politiques, les journalistes, pardon. Bon, on critique les politiques par extension. On critique les journalistes de leur manière de faire. Mais ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il n'y a pas un peu du tout et n'importe quoi? Mais je sais pas. Après, je te demande. C'est à toi de faire le travail, d'aller chercher l'information là où tu vas penser qu'il y a. Mais tu crois que les Français, ils ont le temps d'aller faire le travail? Mais c'est bien. Mais ça, ils prennent l'info comme ça. C'est pas des mecs qui vont voter sciemment en lisant Closer le lundi soir. On est bien d'accord. Moi, je suis conscientisé, d'accord. J'ai une conscience. Et je fais ce travail. Ça me prend énormément de temps. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps. Explique-nous comment tu fais la différence. Et le problème, c'est qu'il y a personne. Il n'y a pas un journaliste. Dans le micro. Il n'y a pas un journaliste aujourd'hui dans les médias pour faire ce travail. Alors, qu'est-ce que tu fais toi, concrètement, rapidement, pour dire, voilà, moi quand je vais chercher l'info, je sais que cette info-là, c'est de la vraie info. Ah merde, il y a un blanc. Déjà, tu regardes les propos, tu regardes comment l'article est écrit, tu regardes si tu devais des informations, s'il y a des chiffres, s'il y a des choses concrètes. Mais si tu devais donner un site, par exemple, un site où généralement t'as bonne écho de ce site-là et les informations sont pertinentes. Le Gorafi. Non, sérieusement, il y a des sites que tu vas assez souvent. Il y en a plein. Moi, j'ai sur Mediapart, je vais sur Basta, Mediapart, j'ai arrêté. Sur Mister Mondialisation. Tu vois, déjà, regarde Mediapart, vous n'êtes pas en accord. Mediapart, Thomas, il a arrêté. Il veut plus. Moi, j'y suis, encore. Ils vont te dire des choses fraises, effectivement, mais il y a plein Par contre, c'est un peu chiant. Il y a plein de choses que je peux pas supporter chez eux. Mais oui. Alternative économique, tu regardes Alternative économique, là il y a encore pas longtemps, ils ont dit qu'il y avait 1000 milliards qui avaient été dépensés pour le CICE.
Et le CICE, il a fait combien d'emplois en France ? C'est combien de milliards qu'on a encore donné aux capitalistes ? Non, mais de toute manière, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le truc, je dirais pas qu'il est simple, c'est un peu basique. Le monde diplomatique, tiens, vas-y, parce que là, je repense comme ça. Tu regardes le monde diplomatique. Il y a 2 mois, ils ont fait un très bon article par rapport aux gens qui étaient obligés de prendre la voiture pour aller travailler, et que à chaque fois qu'on tapait sur ces gens qui avaient besoin de leur voiture pour aller travailler, à chaque fois, on tapait toujours sur les mêmes. Mais mais il y a politique. Macron, aussi, il a lu l'article dans le monde diplomatique, il a dit on va taper là, il a rien compris, on va taper là, et là ça va faire péter. C'est ce qu'il veut, il veut faire péter. Il veut qu'il y ait du populisme de base en France pour faire comme dans les autres pays, pour dire regardez, moi je vais me mettre en barrage face au populisme, c'est moi ou le FN. Ouais, c'est ça. Hyper con. C'est ça. Mais c'est la technique du PS et de l'UMP depuis des années. Donc et ça marche. Ouais, ça marchait jusqu'à Macron. Donc Macron, c'est pas le nouveau monde, hein, on est d'accord ? Mais bien sûr que non. Non, je sais pas. Mais non, bien mais sûr que non, mais c'est quoi de nouveau chez Macron ? C'est quoi de nouveau chez Macron ? C'est qu'il est encore pire que les autres. Vous dites qu'il est pire que les autres. Il a tous les culots. Ce mec-là, il a tous les culots. Tous les culots. C'est pas Michel Audiard qui disait. Oui. Vas-y. Oui, je crois que oui. On les reconnaît. Les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Vas-y. Moi, je me permettrai pas. Moi, je cite un excellent dialoguiste qui est Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Alors, simplement, juste pour vous dire, dans l'excellent livre de Jean-Louis Servan-Schreiber de 2010, qui est paru chez Albin Michel, ça s'appelle Trop vite, pourquoi nous sommes prisonniers du court terme. Il y a un passage sur la politique, et il dit ceci, donc, le court-termisme semble inhérent au travail gouvernemental, compte tenu du nombre de décisions à prendre chaque jour. Un Premier ministre ressemble au chef d'une gare de triage frénétique, ce qui illustre fort bien le livre de la journaliste Raphaël Baquet, L'enfer de Matignon. Laurent Fabius dit en moyenne, Laurent Fabius, Premier ministre de 84 à 86, je devais prendre 20 décisions par jour, et il ajoute philosophe, pour arriver à travailler sur le long terme, il faut s'échapper du politique, ce qui s'aggrave par le fait que, selon François Fillon, Premier ministre depuis 2007 à l'époque, dans une journée vous recevez 10% de bonnes nouvelles et 90% de mauvaises. Et Harry Truman, président des États-Unis qui a succédé à Roosevelt en 45, lui dit ceci, il ne remonte jusqu'à moi que les problèmes insolubles, tous les autres sont résolus avant. Rajoute Jean-Louis Servan-Schreiber, on ne centralise pas impunément le pouvoir de décider dans un grand pays sans soumettre ceux qui l'exercent à un harassement continuel dont se plaignait Dominique de Villepin. Le manque de temps pour approfondir avant de décider est aggravé par 2 autres rôles inhérents à ces postes, les fonctions de représentation et les interruptions par les urgences et imprévus. Un ministre n'est seul à son bureau que quelques minutes par jour. La plupart du temps, il reçoit des visiteurs, participe à des négociations et à des prestations médiatiques quand il ne fait pas le pompier volant. Alors moi, il m'épate. Ouais, c'est pour ça qu'il faut partager le travail. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, moi, je suis pour le partage du travail, ça résoudrait beaucoup de problèmes, ceux-là comme les autres, hein, parce que c'est pareil, hein, ce sont des hommes omnipotents qui font tout. Bah non, ils peuvent pas faire tout bien, hein, donc il faut bien partager le travail. Et moi, je crois que de toute façon, c'est la manière dont est dirigé le pays qui est à revoir. Parce qu'actuellement, le système est à bout de souffle. Alors justement, on va rebondir sur ce qu'on vient d'échanger là. Et il y a eu le président de la République, Emmanuel Macron, qui, lors d'une comment on appelle ça, une conférence, voilà, à Bruxelles, a déclaré un certain nombre de choses. Et c'est un court passage, on va l'écouter. Ça a été dit, redit, diffusé, rediffusé dans tous les médias. Mais il fallait qu'on en parle ce soir, on l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, pas de projet politique au niveau national et européen si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et à nos classes laborieuses, ce qui veut dire une réponse économique, sociale, mais également culturelle et de sens. Alors, moi, il y a un truc j'ai envie de chanter, moi. Alors, encore des mots. Non, mais toujours des mots. Non, mais il y a un mot qui sort, c'est laborieuse. Ouais, classe laborieuse. Je sais pas, moi, je sais pas, quand je te parle et je te dis, dis donc, ça c'était laborieux, je suis pas sûr que ce soit top. Quand t'entends ça, tu penses à Franck Lepage et le décryptage de la langue de bois. C'est exactement. Là, tout ce qu'il nous a balancé, c'est que des grands mots, des grandes thématiques, des trucs qu'il articule à Bourboilou. Ça aurait pu être le jeu de Franck Lepage avec les cartes là. Tout à fait. C'est une catastrophe. C'est vide. Pour revenir au mouvement, tout le monde a dit qu'il était apolitique. On a parlé tout à l'heure qu'effectivement il y avait certaines personnes dont leur passé politique leur venait quand même au visage. Est-ce que vous pensez que réellement il peut être ce mouvement vraiment apolitique? Mais non.
Tu veux y aller, Mickaël? Non, ce qu'on a écouté, je trouve que c'est un peu comme Joséphine en Jacques Gardien, quoi. On a envie d'y croire un peu, mais bon, derrière, il y a quand même une résonance, quoi. Alors, moi, je pense que c'est jamais apolitique. Par résonance. Ah ouais. Bravo. Je dis c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Il y a aucun mouvement qui est apolitique. Les gens qui vont manifester, ils ont tous des idées. Bon, il y en a peut-être qu'on en parle. Bon, mais de toute façon, je dirais qu'on s'en fout un peu parce que le vrai problème, c'est que aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est un soulèvement. Hein, les gens en ont ras-le-bol, c'est un soulèvement. On peut dire derrière tout ce que l'on veut, c'est récupérer machin. C'est un soulèvement. Les gens sont au bout, je crois. Et bon voilà. Après, oui, on peut dire que c'est politique, on peut dire ceci, on peut dire cela. Mais l'important dans cette histoire-là, c'est de poser les choses et d'essayer de récupérer, de faire que les taxes baissent, pourquoi pas. C'est pas prévu, hein, apparemment. Oui, non, mais c'est pas prévu. Par contre, j'ai lu dans un article ce soir que peut-être que demain, Emmanuel Macron nous proposerait de gagner du pouvoir d'achat. Bon, déjà de créer une commission sur le climat. Oui, une commission. Alors, De Gaulle disait, dès qu'il y a une merde, on crée une commission. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, il disait pas ça comme ça, mais ça voulait dire à peu près la même chose. Je crois qu'il va nous faire quelque chose par rapport aux fenêtres. Si vous avez des fenêtres à changer, je crois que ça va être le moment. Ouais, c'est ça. Sincèrement, si c'est ça demain, my goodness, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'écoute. Parce que, en fait, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le mot que j'ai entendu le plus pendant ces 10 derniers jours, de la part de toutes parts, hein, d'ailleurs, c'est « je vous ai entendu ». Oui, je vous ai entendu, mais bon. Mais écoutez, je suis pas sûr. Écoutez, je suis pas sûr. Voilà, c'est ça. Mais je crois qu'on est face à un mec qui est arrivé au pouvoir, qui avait un plan en tête. Bon, le plan en tête, c'était filer du fric à ceux qui en avaient et puis délester les autres. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Après, le reste, alors là, mais ils savent pas quoi inventer, quoi. Je pense qu'ils sont dans un grand désarroi. On va pas charrier parce que vu qu'il a tous les toupets, mais ce que je crois, c'est qu'en fait, ils ont pas de solution parce que ils ont cette idée en tête de continuer à faire leur politique, d'en enlever au maximum de gens pour en filer à un minimum de gens. Et puis derrière ça, ils ont pas de solution. C'est comme le truc. Moi, je pense toujours à ça, de faire passer les permis de conduire à la poste et tout ça. Mais tout ça, c'est des conneries. C'est des bouts de machin qui sont rafistolés. On dit ouais, c'est la nouvelle France, c'est le nouveau machin et tout ça. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Surtout faire ça à la poste, il faut être timbré. Oui, en plus, il faut être timbré. Bon, mais oui, mais c'est un festival. Je pense que c'est des gens en dehors de leur plan qu'ils avaient au départ, c'est-à-dire de redistribuer le fric à ceux qu'on a en plus. Ils avaient rien, ils ont rien derrière, ils ont pas une vision de la France. Il y a pas de vision derrière tout ça. C'est des conneries. C'est un gouvernement de. Excuse-moi. Tu les aimes pas, hein? Tu les aimes non, pas. Franchement, franchement, tu les aimes pas. Merde. Alors, ce qui serait bien, on a des députés de merde qui sont des vrais godillots. C'est des vrais godillots, ces mecs-là. Ce qui serait bien, c'est qu'on. Vous êtes vraiment des manches, hein? Oh, mais ta gueule, toi, ta gueule! Ce qu'il faudrait qu'on parle aussi un petit peu, c'est de la com, c'est la communication. Tiens, justement. Et alors politique. Ouais. Il y a un journaliste qui a interviewé un manifestant, un gilet jaune, il y a pas longtemps sur je sais plus quelle France 3 encore. Et à partir du moment où la personne a commencé à parler du capitalisme et des méfaits du capitalisme, paf, il y a l'antenne qui a repris le contrôle. Ouais. Ah mais non, mais là vous êtes tout de suite extrême, vous êtes trop violent, machin. Et pourtant c'est ça qui est en cause. Non, le problème oui. C'est le capitalisme. Et c'était une vraie information, Thomas. Pour le coup c'était à la source. Une moyenne information. C'était une information à la source pour le coup, donc ça marche bien. Moi, ce qui m'a fait rire dans la com, il y a beaucoup de gens qui sont. Vas-y. Je voulais tenter un truc. On m'aurait menti. Magnifique. Quel talent d'imitateur. Charles Véran, si tu les écoutes. Ouais, et puis c'est les gens qui ont voté pour Macron croyant que ça allait changer. Ouais, alors ça. Bon. Ouais. Bon, enfin, mais ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est jaune.
encore une fois. Oui. Sur la communication, c'est Castaner. C'est la première fois qu'il se fait filmer dans le QG, quoi. Oui. Pour montrer devant tout le monde, toute la France. Moi, je repense quand même. Il y a quand même une personne qui est décédée. Enfin, on dit plus, mais il y a quand même une personne qui est décédée pour avoir été manifestée. C'est la première fois qu'elle a manifesté. Cette personne dont on n'a quasiment jamais cité son prénom, voire même son nom. Alors, je vais le citer. C'est Chantal. Chantal qui est décédée la semaine dernière parce qu'elle a manifesté et qu'une voiture a paniqué, enfin la conductrice d'une voiture d'un 4x4 qui a eu peur en voyant arriver tous les gens qui ont bousculé sa voiture et qui a mis le pied sur le champignon, et Chantal nous a quittés ce jour-là. Moi, ce que j'ai trouvé marrant ce jour-là, c'est Castaner qui savait très bien l'information et qui interpelle le préfet de Savoie pour lui dire « Monsieur le préfet, vous allez bien nous confirmer qu'il y a bien eu un mort ?» Cette scénarisation de l'événement, moi personnellement, elle m'a un peu dérangé. Et puis pour montrer avec tous les hauts responsables de la gendarmerie, du ministère, voilà. Et moi ça m'a un petit peu dérangé parce que je trouve que ça méritait pas ça. Et il a remis les couverts, on va dire, ce week-end, parce que après il s'est attaqué directement à Marine Le Pen. Je pense pas que c'était très intelligent d'aller botter en touche et d'aller taper sur Le Pen, parce que moi je trouve que quand on fait des choses comme ça, derrière, je pense qu'il y a des gens qui par facilité vont aller sur Le Pen, et c'était pas le but, quoi. C'était pas le but, hein. Pire que ça, c'est sa réponse à la salle. Quand la salle a sorti son gilet jaune en plein milieu de l'Assemblée nationale, la réponse qu'il lui a fait, c'est indigne d'un quelconque représentant de la France, quoi. Eh oui. Ce mec-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu peux le rappeler à nos auditeurs? Il a dû dire que de toute façon, pour faire le bouffon, il était toujours présent ou un truc comme ça. Sauf que ça lui a coûté 1500 € quand même, cette histoire. Hein. Ouais, c'est des gens comme ça qui ont des convictions. Lui, Ruffin et d'autres. Il y a quelqu'un qui me disait un truc aujourd'hui tout bête. Aujourd'hui, on nous parle que de réduire les budgets, des choses comme ça, d'enlever des postes dans telle ou telle corporation. Vous savez qu'en France, on a un président qui a 40 ans. Donc, il va sortir de la présidence, il aura quoi, 44 ans? Il va nous coûter très cher. Il va nous coûter très très cher, ce président. Et il y a qui d'autre? Il y a François Hollande qui touche encore. Il y a Nicolas Sarkozy, Giscard d'Estaing. On oublie Chirac. Jacques Chirac aussi. Voilà. Ils vont nous coûter quoi, eux? Il y a que François Mitterrand qui n'est plus là aujourd'hui. Voilà. Il y a parmi que lui. tous les présidents de la 5e. Voilà. Parce qu'on veut les gens plus jeunes. Ça, c'est bien. Pompidou, De Gaulle aussi. Voilà. Pompidou, il a pas eu le temps. Il a fait que 3 ans, je crois. Pompidou. Ça aussi, on nous parle que ça coûte moins cher. Non, mais on a des ordres dans la République qui sont beaucoup trop. Quand tu vois que Valls, quand il revient en France, il a une voiture, il a un secrétaire, il a un appartement, il a une escorte. Il y a beaucoup trop de choses qui sont abusées en France. Quand tu sais que en Nouvelle-Zélande, la ministre de l'écologie elle va accoucher à l'hôpital en vélo, et que dans le Nord, les mecs, si jamais ils font une faute dans leur note de taxi, ils démissionnent d'eux-mêmes. C'est en Suède ou en Norvège, je crois, ou en Finlande. Dans les pays mais c'est dans quel pays? Je sais plus lequel, je crois. Dans le Nord, effectivement, je crois que dans les pays nordiques, je crois que tu peux avoir un poste sans cumul de postes qu'une fois dans ta vie. Je sais plus quel pays c'est. C'est qu'une fois dans ta vie. Point barre. Et après, tu retournes dans la vie civile. Aujourd'hui, nous en France, on en est loin. Hein. Donc je rejoins sur ce que tu disais, il faut réformer. Le problème, c'est qu'on attendait Emmanuel Macron. Il y a un mot qu'il utilisait très souvent, il faut réformer ce pays. Donc les Français l'ont entendu parce qu'ils voulaient que ce soit réformé. Sauf que derrière, ils s'attendaient pas à ça. Ils n'ont pas compris que c'était Attali qui était derrière. Donc pas comme ça. C'est pas du tout ce qu'attendaient les Français. Voilà. Ouais. Oui. Non, mais je disais, il nous reste encore 1 minute avant d'annoncer la. Moi, je dirais. Moi, je crois que le problème de l'élection de Macron, c'est que tous les médias ont fait. D'ailleurs, Mediapart, juste avant le 2e tour, ils avaient invité Macron pour faire barrage au Front National. On peut pas faire de la politique. Aujourd'hui, on a réduit la politique à faire barrage au Front National. La politique, c'est pas ça. C'est pas ça. La politique, c'est donner de l'espoir. Je suis désolé. Et d'apprendre aux gens à vivre ensemble. Je vais chialer, ça y est.
C'est Coluche qui disait la politique c'est pas compliqué, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. D'ailleurs c'est très intéressant que tu parles des enfoirés. De Coluche. Non, je parle des enfoirés parce que est-ce que vous en avez entendu parler un seul à ce propos? Non. Non, il y en a pas un qui a ouvert sa gueule. Hein. C'est quelqu'un sur Twitter qui disait ça, qu'il y en a, il y a pas un seul artiste des enfoirés qui s'est exprimé à propos des zéros. C'est vraiment con de se passer d'un commentaire de Matt Pokora. Alors, j'ai repris cette anecdote parce que je sais que les gens aiment bien. Moi, je n'aime pas. Je sais pas de qui tu parles. Donc. C'est qui est Matt Pokora? C'est qui Thomas? Ça fait des années que j'ai pas écouté les enfoirés. Évidemment, on aurait encore bien des choses à dire sur le sujet. Malheureusement, le temps nous manque. Et justement, le temps, c'est de ça dont il s'agit aussi. On va se quitter sur un son dont Jean-Louis Servan-Schreiber est l'auteur. Il est interviewé quand il sort son livre Trop vite, qui est une réflexion sur le court-termisme, qui est un peu en lien avec tout cela. Et l'idée, c'est que vous puissiez entendre cette réflexion. À la fin, il y a une belle métaphore intéressante et qui on a trouvé, nous, quand on a écouté ce son, qui pouvait clore l'émission, en tout cas le sujet. C'est intéressant d'avoir votre retour sur ça. Et de fait, sachez que ce livre a été donc publié en 2010, c'est sur le court-termisme où il y a à la fois sur l'écologie, à la fois sur le travail, la consommation, la politique et l'entreprise. Bref, tout un tas de sujets vraiment très 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 intéressants. Et puis juste pour vous donner une petite anecdote, il y a une petite capsule humoristique qui dit depuis 10 minutes, aucun coup de téléphone, pas de nouveaux mails et 0 SMS. Et si j'étais mort? Voilà, ça donne un peu le ton du livre. Pas mal. Donc ça, c'est intéressant à lire. Et puis, on quittera après ce son-là avec une chanson d'un prêtre italien. Ciao, Bella Ciao, je crois. Bella Ciao. Et vous dire, avant de rendre l'antenne, que nous nous retrouvons exactement pour la dernière émission de l'année 2018, le 10 décembre, une spéciale Noël. Donc on va bien délirer à l'antenne. On compte sur vous pour la suite. À bientôt, les amis. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. Soirée. Bisous à tous. Ciao. J'ai fait le pari que mes lecteurs n'avaient pas assez de temps pour réfléchir, sinon je n'aurais pas fait ce livre. Donc j'ai essayé de le faire un petit peu à leur place, c'est-à-dire d'enquêter pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer, pour qu'ils soient alertés sur les risques qui se déroulent autour d'eux. Je me suis aperçu que quand on commence à tirer sur le fil du court terme, tout vient avec. La politique et son rythme effréné, la finance et cette instantanéité permanente, l'économie qui est de plus en plus rythmée par le besoin de résultats immédiats, notre rythme de consommation, nos relations personnelles les uns avec les autres, nos modes de communication où il faut répondre tout de suite dans l'instant. Et la seule chose sur laquelle nous n'allons pas vite, c'est que pour les décisions à prendre en matière d'environnement, où là, au contraire, il faudrait prévoir à 20 ans, 30 ans, 50 ans. Imaginez que vous soyez dans une voiture la nuit et que plus elle accélère, plus la portée des phares diminue. Est-ce que vous resteriez dans ce véhicule? Eh bien, c'est là où nous sommes tous en même temps. Et c'est ça dont je me suis rendu compte en écrivant ce livre.